Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. J'ai grand plaisir à vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le 23 avril 2007 et je vous présente la dixième émission déjà, 10e numéro d'Entre nous soit dit. Nous sommes au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle et pour commenter cet événement très important et qui a apporté, je dirais, presque des surprises à rebours, j'ai invité le grand éditorialiste Yvan Rioufol. Yvan Rioufol, bonjour. Bonjour Claude. Vous êtes donc éditorialiste au Figaro et votre éditorial du vendredi est un événement chaque semaine, sauf les semaines où vous êtes en vacances, qui arrivent quand même de temps en temps, on a le droit. Ça m'est arrivé récemment pour une voilà. semaine. Oui. Et dans ce cas-là, on voit des gens errer dans les rues, absolument désemparés, voilà. ne sachant pas très bien ce qu'ils peuvent devenir et ce qu'ils doivent penser. Voilà, nous sommes donc au lendemain de ce premier tour, et si nos auditeurs, nos téléspectateurs entendent quelques bruits de fond, c'est tout simplement que notre studio est environné par quelques travaux qui se font, et j'espère qu'ils ne seront pas trop gênants. Donc, ce premier tour a donné les résultats que l'on sait, à savoir une très nette victoire de Nicolas Sarkozy au premier tour, une différence assez substantielle avec Ségolène Royal, qui s'est bien comportée malgré tout, puisqu'elle fait un score un petit peu inférieur à 26 points. Une bonne performance de François Bayrou, qui se trouve à 18,5, et une performance qu'on peut qualifier de contre-performance de Jean-Marie Le Pen, qui lui n'atteint pas 11%. Alors quels sont les premiers commentaires que vous inspire ce tour de chauffe, pourrait-on dire, puisqu'il va y avoir un deuxième tour maintenant qui sera décisif? C'est vrai qu'une fois de plus, le Front National a créé la surprise, mais il a créé la surprise effectivement d'une manière totalement différente de celle du 21 avril. C'est vrai que le score si bas de Jean-Marie Le Pen, et sur l'ensemble de la France, c'est-à-dire même dans ces bastions qui lui étaient jusqu'alors favorables dans le milieu de la France, à Marseille notamment, etc., montre que partout, il s'est fait laminer par le discours de Nicolas Sarkozy. Oui. Donc il y a là une grande victoire de Nicolas Sarkozy, à mon sens, qui a su bien récupérer les thématiques qui avaient été laissées au Front National par une droite frileuse pendant des décennies. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il peut être fier de ce qu'il a pu faire. Ouais. Et donc, il semble, d'après ce que dit la presse aujourd'hui, qu'il soit en position de favori pour le deuxième tour, qui aura lieu dans 15 jours, encore que certains éditorialistes ou certains observateurs ne manquent pas de faire remarquer que ce n'est pas encore acquis, puisque malgré tout, Ségolène Royal est assez proche, et que d'autre part, il est vrai que la gauche a peu de réserve actuellement, mais on ne sait pas exactement comment vont se comporter les électeurs de François Bayrou. Est-ce que vous avez des lumières sur ce sujet ? Je n'ai pas de lumière, mais François Bayrou a perdu. François Bayrou a fait campagne sur le centrisme, et là c'est quand même une bipolarisation qui s'installe, et qui s'installe très clairement. Donc il a perdu son pari, donc il part en perdant. Et je pense que ces électeurs, qui étaient surtout des électeurs de rejet, c'est les électeurs qui rejetaient d'un côté Nicolas Sarkozy, qui rejetaient de l'autre Ségolène Royal, qui rejetait également le système dans son entier. Donc ce n'était pas vraiment un vote d'adhésion. Donc j'imagine que ces électeurs-là, enfin pour partie, il y a eu également un vote d'adhésion naturellement sur le discours même de la personnalité de François Bayrou, mais qui ne représentait pas vraisemblablement la totalité de ces électeurs. Donc j'imagine que ces électeurs-là vont se redépartager au prorata de ces quatre, si je puis dire, de ces quatre identités-là, et on peut imaginer très bien que au moins presque une moitié de ces électeurs iront chez Nicolas Sarkozy, et l'autre moitié chez Ségolène Royal. On va retomber dans cette bipolarisation, et je n'imagine pas, sauf à ce qu'il brouille totalement son message, qu'il appelle à voter pour l'un ou pour l'autre. Ce serait incompréhensible. C'était déjà assez incompréhensible le fait qu'il se dise plus socialiste que les socialistes, et je pense que ça a pas mal brouillé son message. Et donc je pense qu'on va retourner, je crois que c'est la fin d'une expérience avortée concernant le centrisme. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. D'accord, bon, un premier point donc qui soit établi au moins dans l'idée que vous vous en faites. Le deuxième point sur lequel je souhaiterais vous interroger a trait à votre dernier éditorial qui a paru vendredi dernier dans le Figaro, dans lequel vous avez cru déceler, et peut-être est-ce vrai, un grand courant conservateur qui est en train de parcourir la société française et qui se traduit par le retour à certaines valeurs, le drapeau que d'autres candidats ont d'ailleurs essayé de mettre sur le devant de la scène, sur un certain rejet de la repentance, enfin donc toute une série d'éléments qui effectivement sont
ont transparu dans cette campagne électorale. Mais d'un autre côté, moi je me demande, et ce sera peut-être un autre sujet de notre discussion, si ce vote d'hier n'est pas finalement un vote de peur, beaucoup plus qu'un vote d'adhésion à une idée nationale. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous voulez dire par là? La peur, c'est-à-dire qu'il y a une partie des gens qui sont, dans l'éditorial que j'ai commis ce matin, j'ai indiqué que les retraités ont voté pour Sarkozy, ainsi que les gros salaires, les fonctionnaires et les assistés ont voté pour Ségolène Royal, les gens qui souhaitent une réforme ou une social-démocratie à la Blair, par exemple, ont voté Bayrou, et puis les excédés, comme d'habitude, ont voté Le Pen, Villiers, etc. Et donc je me demande si cette conjonction de personnes âgées, d'assistés, de retraités, et autres personnes qui ne sont plus vraiment actives dans la société ou qui sont tout à fait au sommet de la société n'est pas représentative d'un courant conservateur au sens où vous ne l'entendez pas, c'est-à-dire un courant conservateur plutôt peureux, rétrograde. Voilà, rétrograde ou en tout cas plutôt craintif. Oui, effectivement, je ne vois pas, vous avez peut-être raison, mais je ne vois pas ça comme ça. D'abord, je vois que les Français ont très massivement voté. Ça, c'est acquis. C'est acquis, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que malgré tout, ils se sont reconnus dans un discours politique. Jusqu'à présent, ils ne se reconnaissaient pas dans ce discours politique. Rappelez-vous, il y a eu même un rapport confidentiel des préfets de décembre 2004, oui, je crois, disant les Français ne croient plus en rien, il y a une démobilisation totale, etc., etc. Donc bref, là, le discours politique qui a été proposé, et surtout d'ailleurs, je pense, par Nicolas Sarkozy, est un discours c'est-à-dire un discours rompant avec les tabous, pour reprendre une image, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire, et parlant vrai, appelant un chat, était le discours qui était attendu, me semble-t-il, par les électeurs. Et ce discours-là puise assez profondément, je crois, effectivement, c'est une analyse que j'ai déjà faite depuis assez longtemps, on peut appeler ça le mouvement néo-conservateur pour faire plaisir aux opposants de Sarkozy, puisque c'est comme ça qu'il l'appelle également, mais qui s'est également vu dans les années 80, et encore aujourd'hui aux États-Unis, dans les années 80 avec Ronald Reagan, et qui s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui, avec Bush notamment, et avec parfois même les excès que l'on en voit. Ce sera effectivement peut-être un point de discussion. Et ce mouvement néoconservateur, qu'est-ce que c'est? C'est un rejet, dans le fond, des valeurs relativistes, en l'occurrence en France, un rejet de mai 68, pour être clair et pour aller vite, et un retour à des valeurs jusqu'alors jugées rétrogrades et réactionnaires, qui sont dans le désordre, le travail, la famille, la patrie, et l'autorité, le mérite, etc., etc. Et c'est en cela que je dis que ce mouvement est un mouvement plutôt qui s'inscrit dans cette filière néoconservatrice, bien que naturellement aux États-Unis le poids du religieux pèse énormément et pèse beaucoup moins dans notre société sécularisée, mais vous observerez également malgré tout que Nicolas Sarkozy a également repris ce thème du religieux très récemment pour laisser comprendre qu'il ne s'opposerait pas, enfin, qu'il revendiquait les racines chrétiennes de l'Europe, etc. Donc c'est tout un discours qui fait en sorte que il me semble qu'il correspond aux attentes des Français. Et je crois que Nicolas Sarkozy l'a peut-être mieux compris que les autres, mais Ségolène Royal aussi l'a bien admis avec ses petits drapeaux qu'elle demande à agiter maintenant aux fenêtres le 14 juillet. Bayrou aussi. Et donc c'est toute cette révolution conservatrice qui s'est retrouvée avec des doses plus ou moins prononcées dans les principaux candidats et également pour Jean-Marie Le Pen naturellement. Oui, effectivement, ça je suis tout prêt à vous suivre sur ce terrain, car la description que vous en donnez est une description qui me paraît tout à fait réaliste et qui correspond réellement à l'attente, me semble-t-il, d'une grande partie des Français. Mais le point sur lequel je m'interroge, c'est sur la capacité de Nicolas Sarkozy, non pas de dire la révolution conservatrice, il l'a dite, et il l'a dite même avec talent, encore qu'il se soit contredit un certain nombre de fois, mais enfin, disons que ça appartient aux campagnes, mais sur sa capacité à l'incarner dans les faits, et à la traduire, parce qu'il va se retrouver très vite, si c'est lui qui est élu, et naturellement si c'est Ségolène Royal, même motif, même punition, avec une situation qui est ce qu'elle est, avec une immigration qu'on n'a pas réussi jusqu'à présent à maîtriser, avec une insécurité qui est là, latente en permanence, avec des déficits qui se poursuivent, avec une dette astronomique, enfin bref, avec une situation extrêmement préoccupante, qui d'ailleurs explique en partie, à mon avis, l'intérêt des Français pour la campagne. Ils ont voulu être sérieux, et manifestement, ils ont essayé de l'être. Mais lorsque les vrais problèmes vont se poser, c'est-à-dire lorsque l'élu va être affronté à de grosses difficultés, là, il va se trouver avec quelle troupe?
Si mon analyse est juste, il va se retrouver, si c'est Nicolas Sarkozy, avec une majorité d'inactifs et le gros salaire, qui par définition ne sont pas les bons combattants. Si c'est Ségolène Royal, avec la masse des fonctionnaires et des assistés. Donc tout ça ne fait pas, à mon avis, cette majorité ou même cette minorité agissante qui est de nature à remporter des victoires. Voilà mon inquiétude. Oui, mais vous avez totalement raison, je partage votre inquiétude, mais qui d'autre pouvait faire ça? Au moins, il a posé, on peut lui reconnaître une chose, d'abord il n'est pas encore élu, ça rien n'est fait. Bien sûr. Le deuxième tour sera vraisemblablement quand même malgré tout assez serré, mais on peut lui reconnaître une chose, et les Français lui ont reconnu ceci, c'est de poser un diagnostic, et de poser un diagnostic qui soit même au rebours de tout ce que l'on interdisait jusqu'alors, c'est-à-dire que vous remarquerez que tous les mouvements antilibéraux qui s'étaient appropriés la victoire du non au référendum, c'est-à-dire tous les mouvements d'extrême gauche sont absolument laminés, et que Nicolas Sarkozy, dont on disait qu'il ne se relèverait pas d'avoir serré la main de Bush, arrive très largement en tête. Donc on voit bien qu'il y a malgré tout un changement de mentalité, c'est une nouvelle époque qui s'annonce. Alors bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous, tout ça, ça s'annonce à travers des mots. Et il va bien falloir, bien sûr, que très vite, si c'est Nicolas Sarkozy ou Ségolène Royal, que le passage à l'acte confirme les bonnes intentions. Mais on en est là pour l'instant. Je pense que les Français sont en train d'accompagner un homme ou des hommes politiques ou des femmes politiques qui ont en tout cas pris conscience de l'état dans lequel est la France. Et c'était bien ça le fond du problème, c'est que jusqu'alors, depuis 30 ans, on vous a interdit de décrire les réalités. Je dis, on vous a interdit. C'est-à-dire qu'il n'était pas, même les médias ont fait en sorte de cautionner un certain nombre de dénis de réalité qui ont fait en sorte que les Français sont aujourd'hui stupéfaits de constater à quel point leur pays est en déclin. Ce mot qu'il a également lui-même été interdit de prononcer. Et donc, je pense que en pointant les réalités, le débat a fait que les Français s'y sont intéressés. Alors maintenant, naturellement, il va falloir que très vite, et sur des points très concrets, concernant le chômage, l'économie libérale, l'immigration, l'identité nationale, puisque en fait c'est bien là-dessus, c'est le centre de son message semble être malgré tout sur cette défense de l'identité nationale menacée non pas par l'immigration en tant que telle, mais menacée par la mondialisation, par la faillite de l'école qui ne sait plus transmettre une culture commune, menacée par une lente dilution du multiculturalisme. Il va bien falloir que là aussi ils prennent des mesures, parce que ça ne servirait à rien, effectivement, de lancer identité nationale pour qu'au bout du compte, on continue cette politique multiculturaliste qui, à mon sens, est la cause de nos faiblesses structurelles et identitaires actuelles. Donc il va falloir que sur des mesures phares, qu'il prouve qu'il n'a pas pris les Français pour des sots, parce que sinon les Français sauront s'en souvenir. Donc disons que c'est vraiment, je pense que les Français ont pris conscience qu'il y avait vraiment une urgence à réagir. Et qu'ils sont prêts à suivre celui qui, en tout cas, leur parlera le plus franchement. Il y a une question de confiance et de vérité, il me semble, dans cette plus que de personnalité, parce qu'on nous dit c'est la personnalité qui fera l'élection. Moi, je n'arrive pas très bien à rentrer dans ce discours-là, parce que d'abord, la personnalité de Nicolas Sarkozy peut être réticente à certains, je comprends très bien ce qu'on peut lui reprocher, mais je pense que les gens oublient un peu cet aspect des choses pour ne retenir en lui que cette capacité qu'il a à bousculer les tabous et à sortir des conformismes qui ont empoisonné le débat politique depuis 30 ans. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Alors, il y a deux vainqueurs de ce premier tour, et puis il y en a un troisième à un autre niveau, c'est vous, parce que vous avez été très isolé pendant très longtemps, et vous l'êtes encore d'une certaine manière, puisque j'attends tout de même que d'autres éditorialistes viennent au renfort de vos positions, mais il faut dire que la sanction, en tout cas, au moins en théorie, jusqu'à présent, et avant que les actes ne suivent, de cette élection, c'est quand même la validation d'un certain nombre de thèses que vous défendez régulièrement à contre-courant, il faut le dire, pendant très longtemps, et maintenant, manifestement, beaucoup plus dans le sens du courant, ce qui prouve tout simplement que
même lorsqu'on n'est pas très nombreux à défendre certaines thèses, il est tout à fait prudent de ne pas se décourager, parce qu'on peut arriver à convaincre ses compatriotes, et de ce point de vue-là, je me félicite que pour vous, que j'ai toujours suivi avec beaucoup d'intérêt, et le plus souvent avec une approbation totale, les choses changent un petit peu. Donc ça va peut-être nous permettre, les uns et les autres, d'être rejoints par des gens qui, voyant que les choses évoluent, prendront courageusement la suite de ceux qui sont restés seuls un long moment. Alors, autre sujet d'intérêt, qui, là, peut-être va encore, sinon nous séparer, du moins nous poser des questions, le détail des réformes. Là, par exemple, parmi les problèmes qui se posent à la France actuellement, il y en a un qui est majeur, deux même qui sont majeurs, c'est le problème des retraites, qui n'a pas été vraiment réglé par le gouvernement Raffarin. On a fait une petite réforme qui n'était pas inutile, mais qui n'a pas abouti réellement à rendre plus stable le système de retraite. Et le second, c'est celui de la sécurité sociale, dont les déficits se font récurrents et qui deviennent même presque une antienne. Or, de ce point de vue-là, strictement rien n'a été dit pendant la campagne électorale, y compris d'ailleurs par Nicolas Sarkozy. Donc je me demande si sur ce terrain-là, qui comme vous le savez est celui que je pratique le plus, nous ne sommes pas à la veille d'épreuves de réalité, et en particulier au niveau des retraites. Et c'est ce qui me fait dire que dans le choix, et les analyses sociologiques que j'ai pu lire, que dans le choix d'un certain nombre d'électeurs, de nombreux électeurs même, de voter pour Nicolas Sarkozy, il y avait diffuse peut-être cette crainte que les retraites ne soient à la veille d'un grand chambardement. Qu'en pensez-vous ? C'est difficile à dire, mais vous parliez tout à l'heure de cette pensée unique, dans le fond, contre laquelle je m'étais opposé avec vous et avec quelques autres, malgré tout, on était une poignée, et c'est cette pensée unique-là qu'il va falloir absolument mettre à bas, pour moi je la considère comme étant une sorte de mur de Berlin qui a empêché toute discussion et tout débat, et ce qui frappe d'ailleurs, en fait, c'est que même lors de ce premier tour de scrutin, les débats ont été rendus impossibles sur un très grand nombre de questions, et j'en viens à votre problème. C'est ce préalable pour vous dire que il va falloir que l'on apprenne à débattre non seulement de l'économie, non seulement de la politique étrangère de l'Europe, mais qu'on apprenne à débattre aussi des retraites, et qu'on apprenne à débattre de ce monopole de la sécurité sociale pour lequel vous vous battez, et dont la victoire est à portée de main. Et donc, il va falloir accompagner ce mouvement-là, et je pense que il y a encore énormément d'incertitudes. Là, je vous rejoins pour savoir quels sont les vrais fondements libéraux de Nicolas Sarkozy, qui a été pour le moins déroutant, car il s'est présenté comme étant Sarkozy l'américain à un moment donné, pour ensuite revenir à des positions beaucoup plus orthodoxes et beaucoup plus étatistes même, et interventionnistes, plus chiraciennes, et même parfois plus chiraciennes, et qui moi-même m'ont déboussolé. Moi je ne suis pas du tout un inconditionnel. Vous l'avez d'ailleurs écrit. Et je l'ai écrit, donc effectivement je partage votre perplexité pour le moins concernant ces dossiers-là, dont je ne sais pas effectivement si Nicolas Sarkozy aura le courage, et c'est bien sûr là aussi où il faudra d'abord être particulièrement vigilant en tout cas moi en tant que média, en tant que commentateur, pour rappeler, pour faire dire à Nicolas Sarkozy un certain nombre de promesses, et s'il les formule, pour les lui rappeler le cas échéant. Il va pas, naturellement, a priori, c'est la seule chance que l'on puisse avoir aujourd'hui de sortir de cette glaciation, c'est en appliquant une politique libérale qui s'assume. Alors bien sûr, de dire cela, on est tout de suite considéré comme étant un horrible extrémiste ultra-libéral, dont tout le monde connaît la critique, mais je me rends compte en même temps que ce discours libéral, dans le fond, est relativement bien accepté, même s'il l'est avec beaucoup de réticence par Ségolène Royal également. Alors, nous avons dans ce problème un certain nombre de points de repère, en particulier l'Allemagne. Bon, l'Allemagne n'est ni un État ultralibéral, ni une société dépourvue de toute protection sociale, bien au contraire, et pourtant, avec des débats qui ont été assez vifs, mais pas tellement, ils ont décidé de reporter l'âge de la retraite à 67 ans, ils ont supprimé l'impôt sur la fortune, là c'est la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui l'avait fait avec des motifs extrêmement simples, en disant que c'était contraire au droit de propriété, ce qui était l'évidence même. Bon, prenez le cas de l'Espagne, qui elle est actuellement dans une formidable poussée,
économique qui fait que sur les 2 millions d'emplois qui ont été créés au cours de l'année dernière dans la zone euro, 70% ont été traités par l'Espagne. Il y a de la dynamique. Et ça, l'Espagne a comme nous l'euro, l'Allemagne aussi, l'Irlande qui flambe a également l'euro. Donc il ne faut pas toujours mettre tout sur le compte de la Banque Centrale Européenne et de l'euro. Mais sur le plan du débat, du vrai débat, c'est là qu'est mon inquiétude. Je sais, comme vous le savez parfaitement, qu'aucun débat, ou plutôt aucune décision n'est possible si elle n'a pas été précédée par un débat relativement long, pendant lequel les gens ont pu vraiment faire le tour de la question. C'est ça qui m'inquiète le plus, parce que nous allons nous trouver dans 15 jours avec un élu ou une élue qui va se trouver face à des difficultés qui ont attendu un peu, parce que pendant les campagnes électorales, on se tient un petit peu à carreau, mais qui vont surgir. Donc je me demande si le bénéfice qu'ont eu ceux qui ont appliqué ces politiques, je pense à Mme Thatcher qui a fait campagne pendant longtemps, je pense à Reagan qui pendant 10 ans a fait campagne, je pense aux Canadiens qui ont fait également des réformes et que Ben Harper, 10 ans avant, avait initié, là on va se trouver un petit peu dans le vide. Est-ce que vous croyez que Nicolas Sarkozy a une capacité d'improvisation qui lui permettra de pallier cette absence de débat préalable? Je n'en sais rien. Il a dit lui-même qu'il ne voulait pas être le Ronald Reagan français ni le Margaret Thatcher. Donc on sait déjà qu'il ne s'engagera pas. On sait déjà qu'il ne sera pas. Je pense qu'il a à gérer, quand même 30 ans d'idéologisation de la société, dont on n'en sort pas comme ça. Moi, effectivement, là aussi, je comprends parfaitement vos réticences et vos inquiétudes. Il me semble qu'on ne peut sortir de cette glaciation-là que par palier. On ne peut pas imaginer du jour au lendemain qu'on impose à la société française des règles de concurrence, de libéralité qu'elle n'a jamais connues et au contraire même, dont on l'a appris, dont on a dit dès l'école d'ailleurs, que c'était l'abomination des abominations. Quand vous avez le président de la République, Jacques Chirac, qui nous dit que le libéralisme est aussi nocif que le communisme, on part de loin. Donc il faut quand même, il y a des périodes, des étapes à franchir. Des étapes à franchir. J'imagine que, je ne suis pas politique, moi je ne suis qu'observateur, enfin j'imagine que Nicolas Sarkozy doit avoir ça en tête. S'il a bien ça en tête. Mais en tout cas, dans les 15 jours qui nous restent à vivre dans cette campagne électorale, il faudrait que ce soit des 15 jours de véritable débat de fond, cette fois avec une confrontation physique autour d'une table entre Ségolène Royal, qui aura lieu donc le 2 mai, mais au cours de laquelle les vrais problèmes et ceux-ci devraient être abordés. Est-ce qu'ils le seront? Je n'en sais rien, parce que peut-être que tous deux ont dans le fond plutôt intérêt à laisser passer ces grands sujets délicats qui effectivement risquent de se rappeler à nos bons souvenirs très rapidement. Alors effectivement, on va se trouver très vite confronté à ces problèmes et par ailleurs, on peut s'interroger également sur une particularité de ce premier tour qui jusqu'à présent n'a pas, à ma connaissance, été évoquée par les éditorialistes ce matin, qui est la reconduction finalement des deux grands partis qui ont créé la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons une situation que tous les Français jugent grave, sinon ils ne se seraient pas précipités aux urnes. Ils n'ont pas tous les mêmes solutions, hein, bien sûr, mais en tout cas, ils jugent que la situation est sérieuse et même grave, et d'un autre côté, ils plébiscitent, il faut le dire, les deux formations politiques qui sont les héritières de cette politique. Ça fait quand même 30 ans, plus de 30 ans même, que nous menons cette politique. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est stupéfiant dans ce choix? Les deux candidats se réclamaient de la rupture quand même, malgré tout, par rapport à ce système-là. Donc moi, je ne vois pas une contradiction. Je trouve au contraire que les Français ont choisi malgré tout de rester dans cette bipolarisation dont tous les médias nous disaient depuis quelque temps qu'elle était devenue obsolète et que maintenant le centrisme allait être la clé de tout cela. Non, les Français s'attachent en tout cas à cette méthode plus conventionnelle naturellement, mais ayant voté pour l'un et pour l'autre, je n'ai pas eu le sentiment qu'ils votaient pour un retour en arrière et pour un retour aux vieilles méthodes, ou en tout cas pour redonner caution à ceux qui l'ont mis dans cet état-là, parce que je crois que les Français ne sont pas sots, ne sont pas aveugles, ils voient très bien dans quel état est leur pays, même si les médias ne décrivent pas totalement quelle est l'amplitude du déclin de la France. Mais je ne vois pas très. Vous ne voyez pas de contradiction? Je ne vois pas la contradiction. Ils ont cru à la rupture. Je ne vois pas la contradiction dans la mesure où Ségolène Royal, malgré tout, a réussi à dépoussiérer le Parti socialiste de sa vieille orthodoxie interventionniste, même si elle n'en est pas totalement sortie, j'en suis bien d'accord. Et Nicolas Sarkozy
non seulement a asséné à plusieurs reprises le terme de rupture dans ses discours, mais s'en est réclamé en abordant d'une manière assez frontale des sujets qui, sous Jacques Chirac en tout cas, auraient été indicibles. Je pense effectivement au problème du libéralisme, même modéré, de l'identité nationale, ou du problème de l'immigration. Alors, mais ça contredit un tout petit peu quand même le propos d'Einstein qui disait qu'on ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés, à ceci près que tant Ségolène Royal que Nicolas Sarkozy ont réclamé ce qu'on a appelé en d'autres temps un droit d'inventaire, et donc les Français manifestement les ont crus. Oui, mais vous avez aussi une pénurie d'hommes politiques, il faut bien voir. Vous n'avez pas grand-chose à vous mettre sous la dent, je suis bien d'accord avec vous, mais le personnel politique est tel aujourd'hui que je ne vois pas très bien qui d'autre pouvait prétendre à ce Là, nous avons, en bonne analyse libérale, un problème d'offre. Il y a un problème d'offre. Voilà. Et donc ce problème d'offre se traduit par un manque de choix. Et ce choix a été, il faut le dire avec habileté, monopolisé par Nicolas Sarkozy à droite, où il a quand même réussi pratiquement à faire le vide autour de lui. Les candidats reflètent sans doute ce que nous sommes, c'est-à-dire qu'effectivement nous avons des candidats qui peuvent être très contestables, qui manquent sans doute d'envergure, et qui n'ont sans doute pas tous l'envergure de chef d'État, mais enfin ce sont nous-mêmes qui les avons produits. Donc c'est aussi nous qui sommes un peu Donc si les choses ne vont pas, faisons comme Brecht, nous allons dissoudre le peuple qui n'a pas bien voté. Non, on n'en est pas là pour l'instant. Non, moi je suis malgré tout assez optimiste parce que je vois qu'il y a une véritable envie, en tout cas du peuple, de s'en sortir, de comprendre d'abord dans le monde dans lequel il vit, parce que c'est ça qui m'attache en l'occurrence, comme en tant qu'observateur, c'est j'ai souvent décrit quelle était la réalité des choses. Et on m'a souvent traité de réactionnaire et de xénophobe pour cela. Et je trouve intéressant qu'aujourd'hui, les hommes politiques reprennent ce discours-là et n'aient plus peur de décrire les réalités et de décrire les faits. Et qu'ensuite, c'est à eux d'en débattre. Et moi, comme observateur, je serai là, notamment, parmi d'autres, pour dire dans ces cas-là si oui ou non ils répondent bien aux questions qu'on leur pose. Mais je trouve qu'aujourd'hui, l'urgence était de répondre à ce que j'ai appelé cette sorte de glasnost. Vous savez, qui a traversé la société soviétique dans les années 80 pour aller à l'effondrement du mur de Berlin. Cette glasnost, c'était cette volonté de dire les choses, de parler vrai, de dire les choses telles qu'elles étaient. Et c'est un peu ce même phénomène qui se propage, me semble-t-il, au cœur même de la société française, qui a connu un peu les mêmes vicissitudes que la société soviétique. On a dit que la France était un pays communiste qui avait réussi. Donc on a un peu, c'est quand même, il y a eu ce phénomène de glaciation, oui, de la pensée qui nous a empêchés de débattre. Et là où on arrive dans une époque de débat, et dont on va connaître, j'espère, de bons spécimens. Alors nous allons marquer une brève pause pendant laquelle chacun pourra se reposer, et puis nous allons reprendre immédiatement le cours de notre émission. À tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, émission qui a le plaisir et l'honneur d'accueillir Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro, et qui est un de nos meilleurs observateurs politiques, dont l'avis est très important au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, qui a été marqué par un score, d'abord par une participation très importante et par un score net et sans bavure des deux principaux candidats, contre toute attente d'ailleurs, il faut le dire, car pendant très longtemps, on a pensé sur la foi de sondage, sur la foi d'impression qu'il pourrait en être autrement. Alors j'aimerais, pour commencer cette deuxième partie, vous informer, Yvan Rioufol, de quelque chose que vous ignorez peut-être, car c'est très récent, mais vous êtes de ceux qui ont, pendant pas mal de temps, indiqué que le monopole de la sécurité sociale n'était pas une bonne chose et qu'il fallait quand même résoudre ce problème. Alors il l'est d'abord parce que les lois sont votées, d'autre part parce que nous avons un événement nouveau et très intéressant qui date de quelques jours à peine, c'est-à-dire la confirmation à la fois par la sécurité sociale et par la Commission européenne qu'ils ont menti. Bon. C'est quand même assez extraordinaire. C'est tout simplement arrivé par le biais d'un de nos adhérents qui entretenait une conversation écrite par email avec le responsable de la Commission européenne qui était venu avec quelques autres expliquer dans une conférence de presse à la mi-décembre que nous racontions des bêtises et qu'il y avait toujours un monopole de la sécurité sociale. Je me souviens de cet argument. Voilà. Et l'argument qu'il développe est très simple, c'est de dire la sécurité sociale n'est pas concernée par les directives européennes. Très bien.
Alors nous, ça fait simplement une quinzaine d'années que nous disons le contraire, avec bien sûr beaucoup de textes à l'appui, mais on ne veut pas nous écouter. En tout cas, beaucoup de gens continuent à ne pas vouloir nous écouter, y compris d'ailleurs dans votre rédaction, mais enfin, c'est partout la même chose. Donc, nous avons eu le plaisir de voir que cet adhérent nous a communiqué, sans que nous le sachions, nous l'avons découvert en même temps qu'il nous l'a envoyé, la réponse à une question qu'il avait posée donc à ce personnage qui s'appelle M. Beverly, qui était un haut fonctionnaire européen au marché intérieur, et notre adhérent lui avait demandé très simplement, voilà, il y a vos explications, car il a longtemps correspondu avec lui, elles sont très intéressantes, mais il y a un point quand même qui m'étonne. Est-ce que le régime complémentaire obligatoire des salariés, c'est-à-dire l'AGIRC et l'ARCO, que vous connaissez bien, puisque vous êtes vous-même, en tant que journaliste, forcément adhérent d'un de ces régimes. En fait, vous êtes adhérent de l'AGIRC, puisque vous êtes cadre. Est-ce que ce sont des régimes de sécurité sociale? Mais oui, lui répond dans un mail ce haut fonctionnaire européen, bien sûr, et en outre, ils sont régis par les articles L921.1 et suivants du Code de la sécurité sociale. D'ailleurs, ajoute-t-il, ne vous fatiguez pas, allez voir sur le site de la sécurité sociale, de la direction de la sécurité sociale, vous le verrez en toutes lettres. Donc, naturellement, il se précipite sur le site et qu'est-ce qu'il voit? En effet, que la GIRC et l'ARCO sont des organismes de sécurité sociale régis par ces deux articles de loi. Alors évidemment, pour quelqu'un qui ne serait pas un spécialiste, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour nous, ça veut dire énormément, parce que les articles L921 et suivants portent la mention loi du 8 août 1994, et la loi du 8 août 1994 porte la mention loi transposant les directives européennes 92-49 et 92-96. Nous avons donc la preuve, à la fois par la Commission européenne et par la Sécurité sociale, qu'on a menti aux Français, puisque si ces deux organismes sont bien, et nous le disions depuis longtemps, des organismes de sécurité sociale, ils sont régis par des dispositions transposant les directives européennes, donc ils sont bien visés. Donc ça devrait définitivement clore un débat qui a été stupéfiant, parce que véritablement, que fallait-il faire dans une affaire comme celle-ci? Se reporter au texte. Ce sont des textes de loi qui figurent dans le Code de la sécurité sociale, des assurances des impôts et donc qui permettent de s'ouvrir à la concurrence. Exactement, exactement. C'est la preuve que les directives européennes s'appliquent à tous les organismes de sécurité sociale et que ceux-ci sont donc ouverts à la concurrence. C'est un événement considérable. Pour nous, il ne l'est pas dans la mesure où nous le savions depuis le début. Je sais bien que vous le dites depuis toujours. Depuis toujours. Et là, nous en avons une preuve écrite à la fois. Alors ceux qui comme vous, ont décidé de quitter la sécurité sociale, où vont-ils et que risquent-ils? Alors ils ne risquent strictement rien, puisque la loi, précisément, on nous a expliqué au mois de décembre également que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 avait augmenté les sanctions pour ceux qui quittaient la sécurité sociale. Encore un mensonge, elle a fait le contraire. Elle a supprimé des dispositions qui obligeaient les personnes à s'assurer à la sécurité sociale française, et elle les a remplacées par des dispositions qui obligent les gens à s'assurer à une sécurité sociale, française ou étrangère. Donc, vous avez une obligation d'assurance, comme pour l'assurance automobile, point final. Donc, il reste à ceux qui veulent se libérer, je précise d'abord que la sécurité sociale ne disparaît pas, il n'est pas question de la supprimer, mais ceux qui veulent s'assurer librement peuvent, en ce qui concerne la maladie, souscrire une assurance auprès d'une société d'assurance française ou européenne, et en ce qui concerne la retraite, ils peuvent souscrire une assurance de capitalisation, par exemple une assurance vie, que la Cour européenne de justice vient de qualifier, et c'est vieux également, mais elle l'a réaffirmé le 30 janvier dernier, et la Commission européenne également, comme l'équivalent d'une assurance retraite. Donc vous voyez, tout ça est ouvert, et c'est même ouvert non seulement aux professions indépendantes, mais aux salariés. C'est que les salariés qui sont régis par une convention collective peuvent parfaitement demander que celle-ci, ceux qui sont les acteurs de cette convention, décident, au lieu de verser à l'AGIRC et à l'ARCO, qui sont des régimes par répartition, qu'ils souscrivent auprès d'une société européenne, ou française d'ailleurs, une assurance de capitalisation. C'est-à-dire que l'ensemble de la société française va pouvoir passer à un autre stade. Alors ça, c'était le débat que j'espérais voir surgir. Alors vous avez fait tout ce que vous pouviez pour l'introduire, mais malheureusement, on n'est pas allé beaucoup plus loin, vous n'avez pas été repris beaucoup, et je dois saluer également le journal Le Parisien qui a fait fréquemment des articles sur ce sujet, mais je dirais que l'esprit conventionnel n'a pas beaucoup fait progresser le sujet. Alors voilà un sujet pour les prochains mois et pour les prochaines semaines. D'autant que vous faites des économies en choisissant on inverse les rôles, c'est moi qui vous pose des questions. Oui, vous faites
réponds volontiers. Quelle somme avez-vous économisé en quittant la sécurité sociale, par exemple? Mon exemple n'est pas forcément le bon, parce que moi, ça fait plus de 10 ans et que, bon, je veux dire, il y a un effet de masse qui peut jouer, mais pour un salarié au salaire médian, on peut considérer qu'il va économiser chaque année, disons en francs pour que les gens le comprennent mieux, parce qu'à partir d'une certaine somme, c'est plus simple, environ de 40 000 francs par an, c'est-à-dire qu'en 2 ans, ils peuvent s'acheter une automobile, pour vous donner un exemple sur la maladie, sans rien perdre des garanties. Au contraire, ils sont même mieux garantis, car ils peuvent se passer d'une complémentaire, car ils sont assurés au premier euro dans la plupart des sociétés d'assurance. C'est un argument massu. C'est un argument massu. Et en plus, vous avez, en ce qui concerne les retraites, il faut bien le dire, un système de retraite qui nous conduit tout droit vers une situation où d'ici 15 ou 20 ans, tous les régimes de retraite français se seront anéantis pratiquement, et par conséquent, est-ce que nous pouvons continuer comme ça à faire cotiser des gens dont la seule garantie, c'est l'absence de retraite, le moment venu. Donc voilà les problèmes qu'il faut poser, et j'espère que Nicolas Sarkozy, dont je détiens une lettre indiquant qu'il faut appliquer ces directives européennes, et que je vais bien entendu maintenant ressortir, s'il est élu, prendra les dispositions nécessaires. Alors, ça, disons que c'est un débat qui va s'ouvrir dans les prochaines semaines, et on va peut-être pas le prolonger, parce que j'aimerais que nous parlions beaucoup de politique internationale. Alors, nous avons, là encore, un des grands absents de la campagne électorale. Pratiquement pas d'incident sur la campagne électorale, sur la campagne et sur les propositions des candidats, à l'exception peut-être de Mme Royal qui voulait quand même supprimer le régime des talibans en Afghanistan, à part que c'était fait depuis 5 ans. Enfin bref, bon, il faut dire qu'elle n'a pas été très brillante sur ce sujet. Cela étant dit, on a le droit d'être sérieux et d'évoquer les problèmes qui se posent. Le premier d'entre eux, me semble-t-il, c'est quand même les relations qu'il y a avec le monde arabe. Est-ce que l'islamisation peut être un sujet de campagne? Je n'en sais rien, mais en tout cas c'est un vrai sujet d'inquiétude. Quelle est votre position actuellement? Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il y a une guerre de civilisation, ou bien est-ce que vous êtes dans une autre perspective? Non, je suis de ceux qui pensent qu'il y a une guerre de civilisation, mais je suis de ceux qui pensent que c'est une guerre de civilisation qui n'oppose pas l'islam à l'Occident, mais qui oppose le monde libre, qui englobe des musulmans démocrates, laïcs, modérés, appelez-les comme vous voulez, à un nouveau totalitarisme. Donc je suis de ceux-là, effectivement, et ce nouveau totalitarisme qu'on a vu apparaître le 11 septembre 2001, donc avec ces attentats sur le sol des États-Unis, et qui était un totalitarisme islamiste, mais avec avec une sorte de discours pré-révolutionnaire qui englobe, au-delà de l'islam et de l'islamisme, des doctrines néo-communistes ou néo-fascistes. Enfin, on voit bien que même chez nous, dans les mouvements altermondialistes, maintenant, on commence à avoir des liens également avec les mouvements islamistes. Et donc tout ça est effectivement très préoccupant. Et je remarque que le candidat qui, en France, à mon point de vue, avait bien identifié ce mal, cette menace islamiste, Philippe de Villiers, n'a pas été écouté. Donc il peut y avoir un motif d'inquiétude, et c'est vrai que l'opinion française, en tout cas, ne voit pas, n'est pas confrontée très, très exactement à cette menace-là. Elle ne la voit pas. D'abord, on lui répète sur tous les tons qu'elle n'existe pas en France, tous les médias confondus. Et donc le rôle d'un journaliste qui est de décrire ces éléments de séparatisme qui apparaissent dans les cités, ce rôle-là que j'essaye de tenir est assez peu répercuté, il faut bien le dire. Donc cette réalité-là existe. Moi, je suis persuadé que, en l'occurrence, l'analyse qu'avait fait ce candidat est une bonne analyse. Sans doute l'a-t-il mal exposé. Mais et je pense que Nicolas Sarkozy a sous-évalué au début quelle était précisément cette menace. Alors il me semble maintenant qu'il revienne à une position plus claire, ne serait-ce qu'en rappelant la nécessité d'avoir en rappelant les racines chrétiennes de l'Europe. Il le fait donc en fin de campagne, en fin de campagne, mais il le fait en relation avec cette volonté que l'on prête à l'islamisme de s'imposer comme puissance face à une Europe molle qui n'ose plus dire qui elle est. Donc il y a déjà là une sorte de réponse, non pas à mettre dans une perspective de conflit, mais dans une perspective identitaire, parce que d'un côté l'islam se veut très identitaire, donc il faut mieux effectivement nous-mêmes nous rappeler qui nous sommes si on veut accueillir l'islam, et je pense que nous serons obligés naturellement dans cette mondialisation qui demande aux peuples à s'ouvrir les uns aux autres,
s'ouvrir bien sûr à l'islam, mais de s'ouvrir avec certaines conditions. Et alors c'est un autre, je débarque, peut-être que c'est un autre sujet, mais déjà sur ce sujet-là de ces conditions, je pense que Nicolas Sarkozy a aussi, avec son problème identitaire, a posé un autre sujet qui devra être dans les prochains mois mis sur la table, me semble-t-il, c'est d'écrire un code, si vous voulez, un code commun qui puisse permettre aux nouvelles populations venues notamment du Maghreb, d'Afrique, ou en tout cas de culture musulmane, un code commun qui leur oblige à respecter un certain nombre de normes et de règles issues de notre société occidentale avec ses racines autant judéo-chrétiennes que gréco-latines. Donc il y a là tout un débat très intéressant, me semble-t-il, pour rappeler la séparation des pouvoirs, la laïcité, l'égalité entre l'homme et la femme, etc. Ça, c'est très important, justement. L'égalité entre l'homme et la femme est probablement un des points d'achoppement. Parce que je ne doute pas un instant que bon nombre de musulmans soient d'accord avec l'idée que la femme ne doit pas avoir une position minorée, mais ce n'est pas la position officielle de l'islam. C'est ça. Et donc je sens que Nicolas Sarkozy a quand même malgré tout évolué en ce sens que jusqu'alors le discours convenu en France était de dire que l'islam est une religion de paix et de tolérance, donc elle ne posait aucun problème, et que ce que l'on voyait n'était pas ce que l'on voyait, que les femmes voilées ce n'était juste qu'une manifestation d'une liberté, etc. C'est naturellement beaucoup plus compliqué que ça. Et donc on arrive, je pense que... Alors on s'éloigne un peu de votre question initiale, mais pas tant que ça, parce que ce conflit de civilisation peut se lire également dans des manifestations de rue ou de banlieue, d'une manière évidemment beaucoup plus édulcorée. Moi je ne suis pas de ceux qui pensent par exemple que les mouvements des banlieues de 2005 ont simplement été un mouvement social. Ça a été naturellement un mouvement social, mais ça a été aussi, et à l'évidence même je trouve, un mouvement ethnico-religieux, comme l'avait d'ailleurs dit Finkielkraut, pour se faire ensuite lyncher. Alors, revenons un instant également aux problèmes internationaux. On ne les avait pas quittés d'ailleurs, puisque effectivement il y a un lien très direct entre ce qui se passe en France et l'ensemble des problèmes internationaux. Mais vis-à-vis de l'Iran, là, nous sommes face à une situation où manifestement les Iraniens veulent la bombe. Personne n'est dupe du caractère civil qu'ils prétendent donner à leur recherche. Et on a vu des Américains assez en pointe pendant assez longtemps, puis semblant revenir un peu en arrière, et une Europe, alors qui là encore a été égale à elle-même. Elle a illustré le fameux mot de Claude Cheysson, naturellement nous ne ferons rien. Alors, j'ai lu récemment qu'il semblerait que les Américains, ça a été peu dit, mais ça semble se révéler, finalement ont choisi de montrer leur force, certes, mais aussi une pression économique sur les avoirs financiers, etc., sur le commerce iranien, et il semble même qu'ils aient obtenu des résultats sur l'attitude russe. Que les Russes, avec le déploiement d'un certain nombre de missiles qu'ils ont fait dans les pays limitrophes, semblent avoir compris que leur soutien à l'Iran devait être plus mesuré. Et il semble qu'ils obtiennent des résultats. Que pensez-vous de cela? Je pense d'abord que toute la pensée unique médiatique nous avait expliqué que les États-Unis, après leur fiasco irakien, étaient cuits dans la région. Ils sont devenus encore plus forts qu'auparavant, ils ont réussi même à diviser l'adversaire. Quand vous divisez l'adversaire entre chiites, sunnites, et même entre chiites entre eux, sunnites entre eux, c'est vous qui avez les manettes. Effectivement, ce sont les Américains qui ont les cartes en main, et l'Europe pacifiste qui s'était illustrée par ces déclarations de bons sentiments lors du conflit irakien est naturellement absente, et la France d'autant plus. Je pense que les États-Unis ont raison, bien entendu, de jouer un peu l'apaisement en Iran, parce qu'on les imagine mal. Alors je sais bien qu'il y a eu des livres écrits disant d'ailleurs qui annonçaient que les États-Unis interviendraient dès le mois de mars dernier en bombardant les premières centrales qui venaient d'être construites avec l'aide d'Israël. J'ai jamais beaucoup cru à cette option militaire. Je crois que les Américains, comme vous le dites, essayent de déstabiliser de l'intérieur et en jouant sur les luttes d'influence entre chiites et sunnites. Et puis surtout, il y a un élément qu'on oublie de signaler, c'est que
la population iranienne elle-même est absolument honteuse de la manière dont elle est représentée aujourd'hui par Ahmadinejad et par ses discours antisémites, extrémistes, et que cette population elle-même n'est plus caution de cette politique-là, et que le meilleur moyen de la rendre solidaire, malgré tout, de ce type, serait effectivement d'agresser, même d'une manière justifiée, l'Iran, parce qu'il y a quand même un fort sentiment nationaliste en Iran qu'on peut comprendre. Donc je crois que la politique des États-Unis a raison de jouer l'apaisement et le pourrissement en attendant, qui sait, que la population ne décide de se débarrasser en tout cas de Ahmadinejad, d'ailleurs qui a été mis en difficulté lors des dernières municipales, oui. Et que peut-être en finir également avec ce régime des mollahs pour revenir à un régime plus éclairé, plus laïque, qui est en fait attendu par les Iraniens. Je me souviens d'un article écrit récemment par le Nouvel Observateur, qui expliquait, du journaliste qui était sur place, que les Iraniens de Téhéran, en tout cas, n'attendaient qu'une chose, c'était que les Américains arrivent, et n'avaient qu'une admiration, c'était pour les Israéliens. Donc ce qui est totalement en contradiction avec ce que l'on peut nous expliquer. Alors, autre question, il n'y a quand même pas que l'Est, il y a aussi l'Ouest, et on a beaucoup brocardé Sarkozy, critiqué Sarkozy, l'Américain, etc., tout simplement parce qu'il est allé serrer la main de George Bush, ce qui n'est quand même pas un acte extraordinairement coupable. Il y a des tas de gens qui sont allés serrer la main de George Bush et de bien d'autres personnes. Mais pour autant, ça ne résout pas le problème de la définition de la politique française vis-à-vis des États-Unis. Bon, il est évident que pour beaucoup de Français, les États-Unis restent quand même un pays allié et ami. Je suis persuadé que dans le tréfonds de la population, c'est un sentiment plutôt amical qui existe, mais ce n'est pas du tout le sentiment d'une majorité de médias qui nous présentent les États-Unis comme notre ennemi mortel et haïssable. Là, je crois qu'il y a aussi un effort à faire. Est-ce que vous croyez qu'il y aura des progrès dans ce domaine-là? Est-ce que les médias vont quand même changer un tout petit peu et arrêter de nous raconter que le grand Satan des Iraniens est aussi notre grand Satan à nous? Alors, les médias, j'en sais rien, parce qu'il y a une révolution à faire aujourd'hui, c'est bien la révolution des médias. On n'a pas abordé ce sujet-là, mais si les hommes politiques ont réussi à calquer leur nouveau discours aux attentes des Français, on le voit avec cette participation très importante, les médias n'ont toujours pas compris quelle était l'attente de leurs lecteurs, et donc les médias continuent effectivement soit à déformer les faits, soit à ne pas en informer pour une partie d'entre eux, naturellement pas pour tous. Et donc ça, c'est un autre sujet qui ne répond pas directement à votre question. Sur votre question, très précisément, d'abord, une constatation, c'est que si Sarkozy avait serré la main, par exemple, d'Ahmadinejad, dont on parlait, la presse aurait trouvé ça très bien. Et donc, il y a quand même effectivement un gouffre, une sorte d'incompréhension, une sorte d'hystérie anti-américaine des médias. Mais je pense que Sarkozy lui-même, il l'a laissé comprendre à diverses reprises, est en passe d'amorcer une rupture avec la politique diplomatique, en tout cas de Chirac, et de la France bien avant Chirac, qui était une politique très systématiquement pro-arabe et très systématiquement anti-américaine. Quand il est allé serrer la main de Bush, c'était malgré tout pour, non pas faire acte d'allégeance à Bush, mais pour redire que lui-même se considérait comme occidental, comme étant plus proche du monde occidental dans lequel les États-Unis font partie que du monde arabo-musulman. Donc il y a une redistribution des cartes à attendre et que moi je trouverais d'ailleurs beaucoup plus logique si l'on veut bien appliquer le discours maintenant identitaire de Nicolas Sarkozy. Si on décline un petit peu sa politique, qui passe donc par une réaffirmation de l'identité européenne telle qu'elle était avec ses origines chrétiennes, passe également, me semble-t-il, par un renforcement du pôle occidental, de l'Union occidentale, et cette Union occidentale passe, qu'on le veuille ou non, également par un rapprochement avec les États-Unis et avec Israël. Donc il y a là toute une politique très délicate à mener, parce qu'elle est en totale contradiction avec avec la pensée dominante, bien entendu. Donc ça va être là une profonde remise en cause. Alors j'imagine bien que cette remise en cause ne sera pas brutalement et qu'il y aura et encore, de toute façon, il nous faut bien entendu avoir des rapports très amicaux et très très suivis avec le monde arabe et le monde musulman. Mais j'observe que déjà Nicolas Sarkozy a laissé entendre qu'il préférerait au dialogue des civilisations qui avait été lancé il y a 10 ans par l'Europe et qui en fait aboutissait à ce que l'Europe s'engage à toujours
accueillir davantage de population. La fameuse Eurabia, que Nicolas Sarkozy a laissé entendre qu'il en avait vu les limites et qu'il proposait maintenant plutôt une sorte de grand marché commun euro-méditerranéen, qui est une sorte d'alliance économique qui serait beaucoup plus raisonnable. Beaucoup plus raisonnable. Donc on va décrypter ça, mais là aussi il n'a pas été questionné, et c'est effectivement très dommage, parce que ce débat présidentiel aurait dû déjà l'amener à préciser ses pensées sur ces deux sujets primordiaux, bien sûr. Et sur lesquels, d'ailleurs, il est en rupture avec l'ensemble de la classe politique française, car Philippe de Villiers n'a pas beaucoup parlé de... Philippe de Villiers est totalement anti-américain, non? Anti-américain, et donc ça n'est pas vraiment... Non, c'est son originalité. C'est pour ça que le fait qu'il ait eu autant de voix au premier tour est malgré tout original, parce qu'il ne s'est quand même pas caché de ses opinions, et ses adversaires ont été là pour rappeler qu'il était bien bouchiste, atlantique, etc. Donc ça n'a pas effrayé les gens, même si ces lyncheurs l'ont caricaturé, et ça c'est encore d'ailleurs un autre sujet de contentement, c'est de voir qu'à quel point l'opinion est devenue intelligente, si je puis dire, et rétive en tout cas à toutes ces opérations de matraquage qui deviennent pour elle insupportables. Alors nous allons terminer bien sûr par ce que l'on appelle les figures imposées, mais qui s'imposent avec beaucoup d'intérêt, les médias. Bon, nous en avons quand même parlé tout au long de cette émission. Il y a un vrai problème de médias en France. Je vais vous donner un seul exemple. Bien des fois, des journalistes que je connais, qui suivent nos travaux, m'ont dit oui, je sais que vous avez raison, je sais que tu as raison, mais je ne peux pas. Voilà. C'est quand même extraordinaire de savoir qu'il y a quelqu'un, et quand je dis quelqu'un, c'est pas ma modeste personne, c'est le courant d'idées que j'ai pu représenter, qui détient un certain nombre d'informations capitales sur l'avenir du pays, l'organisation économique et sociale, et qui n'a pas accès à un accès normal aux médias. C'est un vrai problème. Alors, il y a une véritable censure en France. Est-ce que ça peut durer, des choses pareilles? Non, ça ne peut pas durer. C'est pas non plus une censure. Malheureusement, c'est une auto-censure. Il y a effectivement un conformisme dans la profession qui est assez accablant, un suivisme qui est vraiment horripilant. Alors là, je suis confronté à cela depuis maintenant de nombreuses années, et moi je rends grâce au Figaro, bien entendu, de pouvoir me laisser ma totale liberté. Mais ce que je ne comprends pas, c'est les réflexions qu'on peut vous faire quand des confrères vous disent qu'ils ne peuvent pas écrire ça. Je ne vois pas en quoi personne. J'imagine que même leur direction ne comprendrait pas qu'ils puissent répondre à une chose pareille, parce que la presse est un lieu de débat, et je pense que les journalistes ne sont pas suffisamment formés à débattre, eux non plus. Ils se croient porteurs d'un message, sans doute, et ils oublient. Enfin, je ne veux pas du tout donner des leçons à la profession, c'est pas du tout ce que. Enfin, j'essaie de répondre à votre question. Je pense qu'ils oublient leur mission première, qui est simplement de décrire ce qu'ils voient, de décrire et d'informer. Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses en ce qui me concerne. Et c'est pour ça que je reste toujours très perplexe devant ces genres de réflexions. Quand j'étais jeune journaliste, on me disait aussi, et c'est un peu ce qui m'a formé, on me disait, mais non, mais ça, on peut pas en parler, ou ça, tu peux pas le dire, etc. J'ai jamais compris pourquoi on pouvait pas en parler, ou ne pas le dire. Et donc, moi, j'ai choisi de parler et de dire, et ça se passe très bien. En tout cas, vous n'avez pas été censuré, ce qui est une très bonne chose, et d'autre part, vous avez aujourd'hui la satisfaction, je le dis à votre place, car votre modestie naturelle vous empêcherait de le dire, de voir vos idées devenir peut-être dominantes. Je n'ai pas la prétention d'imposer mes idées, mais simplement je vois bien qu'à la réaction des lecteurs, les lecteurs ils vous suivent bien. Me suivent, donc sont en attente, chez les journalistes en tout cas, de la même manière qu'ils sont en attente auprès des hommes politiques d'un discours de parler vrai, comme l'on dit, ils sont également de la même manière en attente chez les journalistes de cette manière de casser les dogmes, les conformismes et les suivismes et le nombrilisme de la profession. Parce que, en fait, il faut savoir une chose, c'est que la profession, elle n'écrit pas tellement pour ses lecteurs. Enfin, je généralise à grands traits parce que leur fil, mais que la profession n'écrit pas tellement pour ses lecteurs, elle écrit pour ses confrères. Ils sont toujours là pour savoir si un tel a bien apprécié ce que le papier de l'autre, etc. Et donc, on est dans un monde clos, dans une petite bulle. Et il faut naturellement en sortir. Il faut sortir de la chanson de Mireille et Jean Lorrain quand un vicomte rencontre un autre vicomte, qu'est-ce qui se raconte? Un journaliste, c'est pareil, mais c'est pareil partout, à ceci près que le journaliste a une mission largement supérieure. Il doit informer tout le monde, et pas seulement. Il doit informer tout le monde, et là, pour l'instant, je trouve que c'est une profession qui est quand même, malgré tout, trop refermée sur elle-même, et trop pusillanime aussi. Alors, nous sommes tout près de la fin de cette émission. Je vous remercie tout d'abord d'avoir accepté notre invitation, et d'un mot, pour terminer, au fond, vous êtes, d'après ce que j'ai cru comprendre, plutôt optimiste malgré tout.
Réaliste, mais plutôt optimiste. Plutôt optimiste. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui correspond un peu à ce que j'ai pressenti, si vous voulez. Alors, je ne sais pas si c'est optimiste ou pas. Oui, optimiste dans le sens où je vois là une opinion qui, malgré tout, se réveille et qui a envie de reprendre les choses en main. Alors, avec les limites de ce que vous avez vous-même évoqué, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout si les hommes politiques seront à la hauteur, parce qu'en fait, pour l'instant, ce sont les Français qui portent les hommes politiques, ce sont les Français qui ont imposé tous ces débats, enfin, tout ce néoconservatisme, appelons-le comme ça pour aller vite, toutes ces nouvelles valeurs de nation, de patrie, de mérite, etc. Ce ne sont pas les hommes politiques qui les ont inventées, c'est imposé par les Français. Mais la question est de savoir si les Français sauront imposer de eux-mêmes des réformes qui pourront aussi leur faire mal, sans doute. Et alors ça, évidemment, il y a une grande interrogation. Donc c'est aux hommes politiques aujourd'hui à faire preuve de courage. Est-ce qu'ils sauront faire preuve de courage? Comme disait Rudyard Kipling, et ceci est une autre histoire. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir suivis. À très bientôt, j'espère. Et en attendant, portez-vous bien, soyez heureux et vive la France.